Alors moi, je suis vice-président construction chez Sotramont depuis une dizaine d'années et je suis en charge évidemment de la conception, de la réalisation, la livraison des unités. Et le projet Arbora est un projet qui est nouveau pour nous parce qu'on utilise la bois massif pour le réaliser. C'est un projet qui a stimulé toute l'équipe avec laquelle on travaille actuellement. C'est un défi aussi parce qu'après plusieurs années, après 40 ans de travail acharné dans la construction, bien, ça nous prend des défis nouveaux. Bien, Arbora, c'était un défi. C'est un défi stimulant parce que c'était pour nous un peu la reprise de ce que l'industrie a laissé tomber il y a plusieurs années, dans les années 40. Alors, de reprendre le bois massif, pour nous, c'était intéressant. Le bois massif amène son lot d'exigences, forcément, parce qu'il y a des défis nouveaux qu'il faut gérer maintenant, notamment l'acoustique, l'enveloppe du bâtiment, toutes les incompatibilités qu'il peut y avoir avec les matériaux existants, les membranes, les scellants. Donc, ça nous a demandé énormément de recherche et développement pour y arriver. On n'a pas baissé les bras et nos partenaires nous ont fait confiance dans ce projet-là parce que c'est un projet innovant. Dans le contexte de Griffintown où tout était béton, le fait d'arriver avec un bâtiment de bois a été en sorte un choix de mise en marché. Et cette mise en marché-là a bien fonctionné, le branding s'est bien fait et la réception aussi auprès des clients, ça s'est bien fait. Donc les clients viennent ici parce que c'est un projet innovant d'une part, un projet qui a, évidemment, dans le cadre du développement durable, un volet très écologique aussi, avec tout ce que ça génère, étant qu'on est certifié LEED, donc ça vient conférer son vœu de tout l'aspect du développement durable qu'on veut développer à long terme. Qu'est-ce que le bois, pour vous, apportait au-delà du défi technique qui est intéressant, puis aussi des valeurs de développement durable? Y a-t-il d'autres valeurs qui étaient importantes pour vous et qui permettent aux clients d'être intéressés davantage pour le projet Arbora? En fait, le bois, historiquement, c'est que nous, comme je disais tantôt, on a toujours construit en bois. Donc, c'était comme une étape normale de franchir, d'aller vers le bois massif. Je pense que le Québec a développé une belle industrie de bois massif et puis je pense que c'était une belle opportunité d'intégrer ça dans un milieu urbain, le montrer et de le faire connaître aussi parce que l'objectif, c'est de faire connaître aussi qu'on peut construire en hauteur en bois massif. Il y a une méconnaissance de la part des populations. Il y a une méconnaissance aussi de la part de l'ensemble de l'industrie. Il y a beaucoup d'appréhension. Il y a beaucoup de perceptions négatives. Donc, l'idée, c'est de dire, oui, on peut travailler en bois massif. Oui, on peut réaliser du 8 étages, même 12 étages, comme se fait à Québec. Oui, on est capable d'avoir des rendements équivalents à ce que le béton nous apporte en acoustique, en rendement énergétique. Et oui, vivre dans un bâtiment où on voit toute cette beauté, c'est quelque chose qui est stimulant pour les acheteurs et on s'en rend compte. On a livré des appartements puis on voit la réaction des consommateurs. Même les ouvriers trouvent que c'est apaisant de travailler ici. L'odeur, le look que le bois a, les ouvriers aiment travailler ici. C'est plein d'éléments nouveaux qui faisaient que on avait d'abord l'idée de développer le bois, l'idée de le faire connaître et d'en faire la promotion. Parce que nous, on en fait la promotion, on le vend, là, on le construit, on le vend à des consommateurs, des usagers. Donc, on part de la théorie à la pratique, mais cette étape-là de la théorie à la pratique a été quand même laborieuse. Oui, parce que l'industrie n'est pas encore adaptée à ce genre de construction-là, mais notre savoir-faire, notre compétence dans le développement, notre façon de travailler au niveau des contrôles qualité nous a permis de le réaliser, puis on est actuellement satisfait du résultat. On voit que le bois est très présent. On sait qu'il y a des choses qui vont être recouvertes par la suite, mais quand même, pouvez-vous nous décrire les éléments bois qui sont présents avec lesquels que vous travaillez dans ce bâtiment? En fait, pour des raisons de sécurité incendie qui sont maintenant gérées par la RBQ, on nous demande d'encapsuler tout ce qui est dalles de bois, autant plancher que plafond. On nous a laissé la permission de laisser au moins une poutre d'une taille quand même importante, apparente dans un appartement, avec les colonnes, comme on voit, aux extrémités. Donc, ça, c'est ce qu'on voit. Quand on regarde un appartement complété, les appartements ont quand même pas des tailles immenses. Ces volumes de bois-là sont très, très présents. Et je dirais que le fait d'avoir déjà ces éléments-là, c'est très présent dans l'appartement, donc ça se démarque. Si on avait eu en plus les dalles, peut-être que ça aurait fait trop. Mais en même temps, techniquement, on en a besoin pour le contrôle d'incendie, on en a besoin pour l'acoustique
Et aussi, on en a besoin pour techniquement passer nos conduits, nos fils. Donc, c'est peut-être pas un mauvais compromis, finalement, que d'avoir la charpente apparente, mais pas nécessairement à 100. Ces enjeux-là correspondent à des coûts supplémentaires, à des difficultés supplémentaires, mais est-ce qu'elles sont des grandes difficultés? Est-ce que les coûts sont beaucoup supérieurs? Est-ce qu'en bout de ligne, on peut quand même se comparer pour ce qui est des difficultés et des coûts à d'autres types de bâtiments? Je vous dirais que l'expérience va nous dire si ça va être aussi facile que d'autres stratégies structurales. Pour l'instant, on est en mode d'apprentissage de façon générale dans l'industrie, à partir de la conception jusqu'à l'exécution. Alors, je vous dirais qu'après avoir fait 4 bâtiments, parce qu'on en a 3 ici, puis un autre à Ville-Saint-Laurent, qui est le TOD, qu'on fait aussi, qui est presque complété, je vous dirais qu'après ces 4-là, je répondrai à cette question-là de façon très précise. Mais ce que je peux vous dire, c'est que oui, ça a été un défi. Oui, il y a eu des difficultés. Oui, il y a eu de la méconnaissance qu'il a fallu gérer. Mais notre savoir-faire nous a permis de bien contrôler ça et de rester en contrôle de ce qu'on faisait. Notre souci du contrôle de qualité nous a permis de le faire de façon très assidue et pointue. Et je pense que oui, effectivement, quand l'industrie se sera adaptée, que tout le monde travaillera dans la même direction, on aura autant de facilité à faire une structure comme on voit ici qu'une structure de béton ou d'acier. Donc, vous avez un rôle un peu de pionnier, d'explorateur dans le monde du bâtiment qui inclut de plus en plus le bois. C'est un rôle que vous prenez avec cœur. La valeur derrière ça, pour vous, c'est des valeurs de développement durable, vous l'avez dit tout à l'heure, mais aussi de l'industrie forestière, des produits du bois qu'on développe. Donc, c'est une intégration qui est à la grandeur du Québec, finalement. Effectivement. Parce que moi, je trouve qu'un 2x4 qui est vendu aux États-Unis pour construire leur maison n'a pas de valeur ajoutée. Ici, on prend du 2x4, on le colle pour faire des poutres, des planchers. Alors, la valeur ajoutée est tellement plus importante et que c'est aussi une science qui s'exporte aussi aux États-Unis puis qui s'exporte en Europe. On est quand même... le projet Arbora est comme le point de mire actuellement dans différentes sphères mondiales, là. On a la France qui est intéressée, le Japon qui est venu ici, la Turquie qui est venue ici, sans compter les Américains qui sont venus voir le projet. Alors, il y a vraiment un intérêt à avoir de la technologie avancée. Je pense que la compagnie nordique a vraiment eu une vision d'avenir en mettant une valeur ajoutée à leurs 2x4 qui coupent de façon correcte et responsable, en valeur ajoutée en faisant des poutres et colonnes en bois laminé collé. Autre propriété qu'on entend à propos du bois qui lui est propre, c'est celle d'une capacité d'isolation, donc d'un point de vue énergétique. Est-ce que dans vos calculs et dans la façon de concevoir vos murs, puisque le bois est présent en plancher, le CLT au-dessus aussi, quelques murs aussi, les poutres et les colonnes, est-ce que vous avez des calculs qui ont été ajustés pour cette réalité-là, que le bois procure en lui-même une certaine isolation? C'est vrai que le bois a évidemment une caractéristique thermique plus élevée que le béton ou l'acier. C'est ceux qui transmettent beaucoup moins, évidemment, les effets thermiques. Il reste qu'ici, le bâtiment est quand même recouvert de briques. Donc, on doit ajouter des éléments d'acier qui sont en contact. Donc, c'est sûr qu'on a moins de ponts thermiques à gérer que le béton ou l'acier. Ça, au départ, c'est vrai. Est-ce que ça a un effet sur l'efficacité totale? Je vous dirais que oui, parce que le R effectif avec lequel on travaille, c'est-à-dire l'assemblage, fenêtres, murs, etc., généralement, dans un bâtiment de béton, on atteint un R effectif de 15. Ici, on a 25. Alors, testé, qui a été simulé énergétiquement, vérifié, et on a une efficacité énergétique qui est plus élevée. Est-ce que c'est une combinaison du bois avec ça? Je ne peux pas scientifiquement vous le prouver, mais c'est sûr qu'il y a un effet. On se rend compte que chez Sotramont, vous faites un travail de chef d'orchestre, finalement, pour lier entre eux les acteurs, vous les amener à collaborer, toute la chaîne d'approvisionnement, de fournisseurs, la chaîne technique, professionnelle et tout ça. Vous êtes comme des chefs d'orchestre, finalement. On est des chefs d'orchestre. La passion nous anime pour arriver à vouloir faire ça, parce qu'on veut le faire bien. Puis on ne peut pas se tromper quand on innove. Puis il est important parce que l'objectif, c'est que nous, on livre à des consommateurs. Donc, on a une responsabilité civile qui est importante. Donc, on ne peut pas se permettre de ne pas prendre le soin de le faire correctement et de l'adresser aussi pour éviter les écueils. Parce que si on ne prend pas le soin, les écueils, il y en a partout, puis on ne veut pas se ramasser avec un projet. Imaginez un projet de cette taille-là
où il y aurait des problèmes qui se manifesteraient dès la construction, bien, il est sûr que c'est une mort annoncée. Donc, il est important. Puis c'est pour ça que je trouve que le soutien des organismes comme FP Innovation, Sécobois, l'Université Laval, l'Université du Québec, le TS aussi, on a beaucoup de liens et puis chacun nous apporte une contribution. Un travail collaboratif. Parce que c'est des scientifiques, c'est des gens qui travaillent dans la recherche, donc on a besoin de ça. C'est un support qui est important. On ne peut pas se passer d'un support universitaire de recherche et de développement là-dedans. Et nous, on l'applique, c'est parce qu'on l'applique au fur et à mesure actuellement. Et il faut être encadré. Puis on s'est bien encadré avec justement ces organismes-là. On a des cerveaux au Québec qui nous permettent justement d'aller de l'avant, que ce soit l'Université du Québec, que ce soit l'Université Laval, de Montréal. Donc, il faut se référer à ça. Nous, c'était notre point d'appui pour arriver à réaliser des projets, malgré le risque qu'on avait là-dedans. Bon, ici, on parle d'un mur de refend. Donc, un mur de refend, c'est pour contrer les efforts sismiques. Donc, un mur de refend qui agit comme ça, puis il y a des murs de refend qui agissent comme ça. Donc, l'installation des murs de refend se fait à coup de 3 étages à la fois, puis on assemble les planchers, les colonnes, les poutres par la suite. Alors, le calcul structurel fait en sorte qu'on essaie d'en mettre le moins possible, pas pour des raisons d'économie, pour éviter les contraintes d'aménagement des appartements. Donc, on sert des cages d'escalier, des cages d'ascenseur, on se sert des éléments verticaux déjà existants, sans en mettre un peu partout. Alors, ça, c'est un enjeu de design qui est important, parce que pour l'effet sismique, et le béton aussi a les mêmes effets sismiques à gérer. Vous devez prévoir le même type de mur de toute manière que Sauf que le bois a besoin peut-être, bon, c'est du bois assemblé, on voit les plaques d'ancrage, tout ça est boulonné, là, c'est cloué, ça, individuellement, là, sur place. La CLT, c'est de la préfabrication. La préfabrication, ça demande de la précision. La précision, il faut l'obtenir dès le départ où on fait les plans. Parce qu'il faut coordonner tout ça. Mais cette volonté-là, je peux l'appeler comme ça, et cette précision-là, on ne l'obtient pas encore. Parce que les architectes, les ingénieurs ont perdu cette habilité à travailler avec le bois, poutre et colonne. Parce que le béton, flat slab, ça va bien, il n'y a pas trop de contraintes. Mais dans le bois, on a des poutres et colonnes, il faut les traverser avec des tuyaux, des conduits. Il y a des restrictions structurales, on ne peut pas percer n'importe où. Donc, il faut tout synchroniser en amont. Donc, on essaie de travailler le plus possible en gestion BIM, le plus possible avec Revit, pour essayer de maximiser la synchronisation, d'essayer de produire à l'usine les percements qu'il faudrait. Je ne peux pas dire qu'on y arrive actuellement. La première phase, ça a été très difficile. La deuxième, c'est déjà moins compliqué parce qu'on a essayé d'aller avec proactivement à intégrer l'ensemble de l'équipe, dire qu'est-ce qu'on fait pour améliorer notre synchronisation et notre coordination. Parce qu'en chantier, c'est pas le temps de coordonner. Il y a trop d'éléments, il y a trop d'improvisation, il y a des coûts à ça. Donc, cette phase-là est déjà mieux coordonnée. La troisième phase, sûrement mieux encore. Mais il y a de l'effort à faire sur l'ensemble de l'industrie à partir des architectes, ingénieurs, des ouvriers. Mais les professions ont besoin d'avoir ils ont besoin de développer leur habilité à travailler avec le bois massif. De reprendre une habilité perdue aussi. Bien, en fait, perdu parce que c'est perdu depuis 1940, le bois, là, dans le fond. Alors, il y a plusieurs générations qui n'ont pas travaillé avec le bois. Alors là, il faut comme reprendre, mais en même temps, il faut s'adapter à la nouvelle réalité du bois CLT. C'est plus des arbres complets qu'on met là, c'est des arbres lamiers collés, là, OK? Donc, cette habilité-là, c'est vraiment là où ça commence. Le bois, si on veut avoir une facilité à l'utiliser, il faut que nos professionnels aient développé leur habilité à le designer. On a vu le chantier, on a vu le bâtiment en construction, on a vu combien que le bois prend de la place. Ici, on est dans le produit fini, donc un appartement prêt à être livré. Et ce qui est très réconfortant, c'est de voir combien le bois est encore très présent. Quelle est la réception que vous avez pu percevoir des clients jusqu'à maintenant, des gens qui se procurent un appartement comme ça quand on voit le bois qui est présent? Qu'est-ce que le bois apporte dans l'appartement, dans la qualité de vie? Un mot. Oui. Les gens nous disent c'est apaisant. C'est le mot qui revient. Je vous dirais, si je résume ça en un mot, là, sans faire un discours, là, apaisant. Le fait d'être apaisé par matériaux puis de vivre dans un milieu comme ça qui nous rend serein, qui nous rend calme et qui nous donne cette qualité de vie, bien, c'est apaisant. Puis je dirais même que les Japonais qui
qui sont vraiment des gens de bois, ont fait des études sur la durée du sommeil profond. Puis ils disent qu'en contact avec, dans un appartement où il y a du bois comme ici, le sommeil profond est prolongé de 7 minutes en présence du bois. C'est pas moi qui sors l'étude, les Japonais l'ont sorti. À Bordeaux, en septembre, ils vont être présents et ils vont annoncer cette étude-là. Mais le bois, oui, il y a beaucoup de facultés de concentration aussi quand c'est des bâtiments commerciaux, des écoles. La concentration des élèves est supérieure quand il y a en présence du bois que des bâtiments, évidemment, vides de sens, là, comme il s'est fait malheureusement. Alors, le bois a plusieurs attributs qu'on ne connaît pas encore, qui mériteraient d'être testés, développés, analysés. Puis plus on va en faire, plus on va connaître l'avantage que le bois procure. On sait déjà, par exemple, l'effet de masse que procure donc dans le contrôle de la température de l'air c'est un contrôleur d'humidité. Le bois absorbe l'humidité durant l'été, quand c'est humide, et il rejette son humidité progressivement en période de chauffe. Donc, un générateur, contrôleur d'humidité. C'est naturel et il le fait sans qu'on lui demande. En plus d'être beau.